président de l'Union populaire républicaine. Soyez le bienvenu. J'accueille également sur ce plateau Damien Fleureau du service politique TF1 LCI. Bonjour Damien. François Asselineau, d'abord, votre regard sur l'actualité dramatique qui a lieu en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Le bilan s'alourdit. Ce midi s'élève maintenant à 6 morts depuis le début des émeutes lundi. Quelle sortie de crise est possible selon vous ? Moi, je conseillerais au gouvernement de tout faire pour retirer le projet de loi actuellement. C'est un sujet que je connais bien, la Nouvelle-Calédonie. J'y étais allé quand j'étais jeune inspecteur des finances pendant 3 mois, à la demande de Michel Rocard, pour faire le point sur la question des terres. En fait, il y a 2 légitimités qui s'opposent. La légitimité kanak ancestrale, notamment, mais pas seulement, sur la propriété des terres, et la légitimité des nouveaux venus, qui parfois sont là depuis plusieurs générations, 4 ou 5 ou 6 générations, depuis la prise de pouvoir par la France en 1853. Et c'est vraiment l'illustration, vous savez, d'un proverbe chinois de Confucius qui dit « Il faut diriger un grand pays comme on fait frire un petit poisson ». C'est-à-dire qu'il faut être très prudent, spécialement prudent avec c'est pratiquement un tonneau de nitroglycérine. Retirer ce texte qui a été voté par les parlementaires, n'est-ce pas donner raison aux indépendantistes ? Non, parce vous êtes contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis contre l'indépendance, mais je respecte beaucoup les 2 partis parce que chacun a une vision du monde qui est contradictoire, mais qui se justifie de part et d'autre. Et c'est vraiment, encore une fois, un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de prudence et à l'évidence. Le gouvernement est complètement inexpérimenté. Monsieur Attal a dû dire, je sais pas, il faut y aller, etc. Sur le fond des choses, il est vrai que le collège électoral est vitrifié depuis 25 ans. Et donc, il y a notamment des Blancs, il faut dire les mots tels qu'elles sont, qui sont venus de métropole, qui depuis 25 ans n'ont pas le droit de vote. C'est assez scandaleux quand on voit, alors que l'inverse, lorsque les Kanaks viennent, nos compatriotes Kanaks viennent en France, ils ont évidemment le droit de vote. Donc, sur le fond des choses, c'est choquant. Mais c'est un sujet très politique, extrêmement sensible, et il fallait commencer par le commencement, dans le monde océanien, c'est-à-dire par le palabre, par discuter. J'ai l'impression que M. Macron est en train d'essayer de corriger les bêtises faites par M. Attal, et de se dire qu'il aurait peut-être fallu commencer par discuter, y aller petit à petit. C'est la méthode qui a été mal choisie aussi, la fermeté d'Emmanuel Macron, et aussi peut-être le manque d'anticipation ? Oui, et puis quand je vois M. Bardella qui dit que c'est scandaleux, alors que les députés du RN, les 70 députés du RN ont voté pour le projet de loi, ça montre que, en fait, nous sommes dirigés de part et d'autre par des gens beaucoup trop jeunes et inexpérimentés. François Asselineau, on l'a dit en introduction de cette interview, vous êtes tête de liste pour les élections européennes. 37 listes ont été enregistrées par le ministère de l'Intérieur officiellement pour ce scrutin du 9 juin prochain. 37, n'est-ce pas beaucoup trop pour les Français ? Ça augmente d'année en année. D'ailleurs, en 2019, il y avait eu 34 listes. Nous avions fait une liste qui avait dépassé les 1,2%. Et ça aurait été en Allemagne, je serais eurodéputé depuis 5 ans. Parce qu'on rappelle qu'il faut faire 5% en France, mais pour avoir le droit d'envoyer un parlementaire siégé à Bruxelles ou à Strasbourg. 6 listes avaient obtenu ce score supérieur à 5% de 2019. C'est exactement ça. Donc plus il y aura de listes et plus le risque qu'il y ait des listes qui sont en dessous de 5% augmente. On s'était pourvu devant le Conseil constitutionnel d'ailleurs en demandant bien que les listes puissent avoir des députés à partir de 1%, comme c'est le cas en Allemagne. Nous avions été déboutés par le Conseil constitutionnel. Mais peut-être, d'ailleurs, certains partis vont s'en mordre les doigts, parce qu'entre les sondages commerciaux, comme je les appelle, et les sondages confidentiels qui circulent dans le tout Paris, il y a quand même une marge. Peut-être que certains partis n'auront pas les 5%. Sur LCI, donnons un sondage quotidien, l'Euroligne, avec nos partenaires de l'IFOP. Vous savez que l'IFOP a fait des faux sondages, notamment le 16 février 2022, il donnait Zemmour à 16,5%. La commission des sondages avait dit que c'était pas faux. Vous le savez parfaitement, le sondage n'est pas une projection du vote, mais une photographie à un instant T. Ce sondage que l'on voit là donne pour l'instant la liste de Jordan Bardella largement en tête, avec 32% d'intention de vote. Vous êtes crédité selon les jours entre 0 et 0,5% d'intention de vote. Oui, mais excusez-moi, mais sur le terrain, j'étais à Lyon il y a quelques jours, il y avait 600 personnes qui sont venues m'écouter. La veille, Madame Ayer et Monsieur Attal ont fait moins de 300 personnes dans la même ville. Et à l'île de la Réunion, j'ai fait 2 fois plus de personnes que Madame Le Pen le même jour à la même heure. Donc ces sondages ne sont pas confirmés parce que l'on voit sur le terrain. Et j'insiste sur le fait qu'il y a des sondages confidentiels que peut-être vous connaissez et qui donnent des résultats tout à fait différents. C'est-à-dire que très probablement, le Rassemblement national ne fera pas ce score et très probablement nous dépasserons les 3% pour être remboursés et si possible les 5%
pour avoir des députés. Donc vous pensez atteindre le seuil de 5%? Ben écoutez, on fait tout pour, et vous savez, sur le terrain, allez vous renseigner, vous verrez qu'il y a une forte dynamique. Est-ce qu'il y a un candidat duquel vous êtes plus proche quand vous regardez en tout cas les... Non, moi ce que je vois, si vous voulez, c'est que ce foisonnement de listes, c'est un peu le foisonnement à la gauloise. Donc maintenant, moi j'ai créé le premier parti en France qui voulait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'observe d'ailleurs que notre liste est la seule qui porte le nom de Frexit. Et puis, il y a eu, au fil du temps, il y a eu des listes qui se sont créées pour essayer d'imiter. Mais pas seulement pas seulement sur ce créneau. Pas seulement sur ce créneau. Vous avez également, pour les écologistes, vous avez 4-5 listes. Pour là, j'ai découvert qu'il y avait des listes qui se créent. Est-ce que toutes ces listes auront d'ailleurs les moyens financiers de fabriquer les bulletins de vote? Vous savez que c'est ça le défi. Mais qu'est-ce qui vous différencie, monsieur Asselineau, avec d'autres listes officiellement enregistrées, comme je le disais tout à l'heure, par exemple la liste Nous le Peuple, qui veut empêcher, je cite, l'asservissement de la démocratie française, avec la liste de Florian Philippot, que vous connaissez bien, qui s'est intitulée L'Europe, ça suffit, une liste de Charles Haro, non à l'Union européenne et non à l'OTAN, Forteresse Europe, etc. Pour quelles raisons vous ne partez pas ensemble dans ce combat européen? D'abord, c'est une question que vous pourriez poser aussi à Mme Ayer. Pourquoi propose-t-elle une liste différente de M. Glucksmann, puisqu'elle a dit de son propre aveu qu'il vote 90% des mêmes directives? Et votre spécificité, monsieur Asselineau, par rapport à ces autres listes? Notre spécificité, c'est d'abord que nous proposons le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Je note que M. Philippot, que M. Kuzmanovic, que M. Husson, on tourne autour du pot, l'Europe ça suffit, l'Europe ci, l'Europe ça, mais ils ne disent pas ce que nous disons sans varier depuis 17 ans, qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. La deuxième chose qui est absolument fondamentale, c'est que nous ne sommes pas à droite ni à gauche, nous sommes un rassemblement qui s'inspire du Conseil national de la résistance. C'est tellement vrai que le numéro 3 de ma liste, c'est le général Henri Roure, qui était naguère sur la liste de M. Dupont-Aignan, donc qui vient plutôt de la droite, général de troupes de marine. Et le dernier de la liste, à titre symbolique, c'est M. Pierre-Yves Colombac, qui a été premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France et sénateur apparenté PS et apparenté communiste. Et tout au long de notre liste, nous avons à la fois des élus, on a plus d'une dizaine de maires ruraux, certains sont de droite, certains sont de gauche. Je vous mets au défi de trouver une autre liste qui soit aussi ouverte, aussi représentative du peuple français. Et François Asselineau, comment est-ce que vous expliquez que Marine Le Pen ait changé d'avis concernant le Frexit? Alors vous savez, ça c'est un vaste sujet. On dit que le Front National voulait sortir de l'Union européenne. Moi j'ai toujours dit, allez regarder les professions de foi du Front National depuis 40 ans, ça n'est pas vrai. Vous savez, il y a 40 ans, le slogan de la liste de Jean-Marie Le Pen pour les élections européennes de 1984, c'était Europe et patrie. Donc il voulait rester dans l'Europe, et le slogan c'était « La France est de retour ». 40 ans après, vous avez M. Bardella qui dit « La France revient ». C'est-à-dire, en fait, c'est un parti de revenants. Mais pendant les 40 ans qui se sont écoulés, jamais le Rassemblement national n'a proposé de dénoncer la construction européenne pour ce qu'elle est, ce que nous expliquons, c'est-à-dire une manœuvre de domestication et de vassalisation américaine. Mais quand on lit dans le programme du Rassemblement national et de Jordan Bardella, une alliance européenne des nations, remettre en cause la liberté de circulation, c'est bien sortir du cadre européen tel que l'on connaît. Oui, mais ça... Ils sont tous en train de proposer une autre Europe. Mais c'est tous les 5 ans le même scénario, c'est le même sketch. C'est-à-dire que vous avez d'ailleurs des listes qui s'appellent pour une autre Europe, changer d'Europe, monsieur Larouturou, monsieur Governatori, tout le monde veut changer d'Europe, mais tous les 5 ans. Il y en a qui veulent une Europe rouge à poil bleu, verte à poil jaune, une Europe des travailleurs, une Europe sociale, une Europe puissance, etc. Je rappelle que pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Pour changer les traités, il faut 27 gouvernements qui signent le même texte, ce qui revient à considérer le problème résolu, parce que tout le problème, c'est que justement, les gouvernements ne sont pas d'accord, parce qu'ils représentent des intérêts nationaux divergents. Et ensuite, il faut 27 ratifications des parlementaires nationaux, et éventuellement des référendums. Ça veut dire qu'il faut 54 institutions qui tombent d'accord pour changer d'Europe. Et notez bien que dans ce processus, à aucun moment, les eurodéputés n'interviennent. C'est-à-dire qu'on est devant une espèce de commedia dell'arte tous les 5 ans, où l'on voit défiler des têtes de liste qui proposent chacun un projet de nouvelle Europe, mais n'ont pas les moyens de lancer même le processus. Très rapidement, monsieur Asselineau, votre liste s'intitule donc pour le Frexit, mais aussi pour le pouvoir d'achat et la paix. Pour quelles raisons vous avez ajouté ces termes? Parce que je pense que les Français sont très inquiets de la situation internationale, et nous, si nous avons des eurodéputés, nous aurons 4 priorités. D'abord, lutter pour la paix. Ça veut dire que nous nous opposerons
aux évolutions en cours actuellement vers l'Ukraine. Nous demanderons l'arrêt de versement d'argent et d'armes à l'Ukraine. Nous demanderons que la France favorise un retour des négociations. Et nous nous opposons formellement à la lecture qui est imposée dans les médias selon laquelle la Russie aurait attaqué l'Ukraine. Oui, la Russie a envahi l'Ukraine, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a précédé. En fait, il s'agit d'abord et avant tout d'une posture agressive de l'OTAN contre la Russie. La deuxième chose, notre deuxième objectif, ça sera de lutter contre la corruption. La corruption fait florès à la Commission européenne. Pas seulement la corruption d'ailleurs financière, il suffit de voir les 41 milliards d'euros de Madame von der Leyen avec Pfizer, mais aussi une corruption mentale. On a en fait actuellement une Commission européenne qui fait des coups d'État. Regardez par exemple Monsieur Thierry Breton qui se permet d'essayer de serrer la vis sur les réseaux sociaux avec le Digital Security Act. Il n'en a pas les pouvoirs d'après les traités européens. Donc le pouvoir d'achat ensuite. Alors le troisième point, c'est la question du pouvoir d'achat en effet, c'est-à-dire que l'euro est un grand absent du débat. Si vous écoutez des économistes sérieux comme Emmanuel Todd ou comme Marc Toiti, vous n'allez pas dire que c'est quand même un excité. Marc Toiti a expliqué que selon lui, l'euro tel qu'on le connaît explosera d'ici 2025. J'ai à mon avis un petit peu avancé. Mais tous les spécialistes savent, on n'a pas le temps d'en parler, toutes les spécialistes savent que l'euro n'est pas viable. Et l'euro nous entraîne vers l'appauvrissement pour des raisons que malheureusement je n'ai pas le temps d'expliquer. Oui. Et puis c'est pas tout. Il y a aussi les questions d'immigration. Parce que l'immigration, actuellement, c'est un grand sujet qui intéresse les Français. Mais l'immigration illégale ne représente que 10%. La politique de l'Union européenne est fondée sur une immigration torrentielle. Depuis d'ailleurs le traité d'Amsterdam de 1997 dont personne ne parle. Merci François Asselineau. Merci d'avoir été avec nous sur LCI. Dans un instant, on se retrouve justement pour évoquer la guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky qui s'inquiète.